Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui un petit peu de la radiothérapie. Moi, je suis Dr Myriam Bouchard. Je suis radio-oncologue à Sherbrooke, au CIUS de l'Estrichus. Euh, ça va me faire plaisir de vous expliquer en fait le rôle de la radiothérapie, du radio-oncologue et la radiothérapie en cancérologie Oui. pulmonaire. Alors, allons-y avec notre première question. Quel est le rôle du radio-oncologue dans le parcours d'un patient atteint d'un cancer pulmonaire? Donc, en cancérologie pulmonaire, le ou la radio-oncologue que vous allez rencontrer va d'abord vérifier si c'est une option que vous receviez de la radiothérapie, puis va vous expliquer en quoi ça consiste, puis va voir avec vous si vous acceptez le traitement ou non. Une fois que la décision est prise de vous donner de la radiothérapie, le radio-oncologue s'occupe avec toute une équipe de planifier la radiothérapie, de s'assurer que la dose de radiothérapie est donnée au bon endroit de façon sécuritaire. Puis après ça, les traitements vont commencer et pendant les traitements, le radio-oncologue s'assure que tout va bien, euh, s'assure que la dose est donnée au bon endroit, mais aussi que les effets secondaires sont contrôlés. Puis, après tout ça, il y a un rôle pour le suivi, pour s'assurer que tout est correct une fois que les traitements sont terminés, euh, faire des suivis pour voir s'il y a des tests supplémentaires à faire ou s'il y a des effets secondaires à retardement qu'il faut s'occuper. À quel moment le patient doit planifier une rencontre en radio-oncologie? Donc, le radio-oncologue, son rôle est plus au bout du parcours de la personne qui est atteinte d'un cancer du poumon. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que au début, il y a plein de tests pour faire le diagnostic et établir le stade de la maladie. Est-ce que la maladie est juste dans le poumon? Est-ce qu'elle est ailleurs dans les ganglions ou ailleurs dans le corps? Puis une fois que le diagnostic est posé, c'est là que le radio-oncologue peut intervenir. Donc, on sait déjà le diagnostic, puis nous, on vient parler des options de traitement. On entend souvent le mot radiothérapie quand on parle de cancer, mais qu'est-ce que la radiothérapie? Pouvez-vous nous le dire? La radiothérapie, c'est sûr que c'est un monde qui est moins connu, hein, même les médecins connaissent moins ça. En fait, ce que c'est des traitements par des rayons X. Comme passer une radiographie, on les sent pas, c'est invisible, puis ils sont ciblés à l'endroit où est-ce qu'il y a du cancer. Un autre mot nous entendons souvent dans les rencontres avec l'oncologue, c'est chimiothérapie. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre la radiothérapie et la chimiothérapie? La, Comme je viens d'expliquer, en fait, la radiothérapie, c'est très ciblé. Donc, on fait des calculs de doses de radiothérapie de rayons X pour que ça soit vraiment à l'endroit qui est du cancer, puis qu'autour, il n'y ait pas de dose. Par contre, puis la différence avec la chimio, c'est que la chimiothérapie, c'est un traitement qui est par les veines. Donc là, c'est tout le corps qui reçoit la chimiothérapie. Maintenant que nous connaissons la différence, pouvez-vous nous dire ce que fait la radiothérapie à notre corps? Donc, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, la radiothérapie, c'est un traitement qui est très ciblé. C'est ciblé sur le cancer seulement. Euh, les cellules de cancer, c'est des cellules qui sont déformées, que c'est en fait au niveau de la cellule, on appelle ça l'ADN, qui est modifié. Puis, la radiothérapie vient détruire les cellules de cancer. Puis ces cellules-là meurent progressivement. Il y en a qui meurent sur le coup, mais tranquillement, il y en a d'autres qui meurent sur quelques mois, des cellules de cancer. Mais c'est sûr qu'il y a un petit peu de dose autour sur les organes qui sont normaux, sur les cellules normales.
Mais les cellules normales sont capables de se réparer. Les cellules de cancer meurent et ne se réparent pas, ne sont pas capables de se réparer, puis les cellules normales se réparent. Donc, les effets secondaires sont en lien avec les cellules normales qui sont détruites par la radiothérapie, les rayons X. Mais les effets secondaires durent quelques jours à quelques semaines parce que après ça, les cellules normales qui ont reçu de la dose se réparent. Dites-moi, dans quelle situation offre-t-on la radiothérapie pour traiter un cancer pulmonaire? Pour un cancer pulmonaire, la radiothérapie peut être indiquée dans plusieurs situations. Euh, la première des choses, c'est qu'il faut bien établir le stade de la maladie. Est-ce que le cancer est seulement dans le poumon? Est-ce qu'il y en a dans les ganglions? Est-ce qu'il y a des métastases? S'il y en a dans les ganglions, c'est quels ganglions? En fait, où ils sont situés? Puis, donc, une fois qu'on sait le stade, il faut vérifier si les gens ont des maladies qui empêcheraient, en fait, souvent, ce qu'on essaie de proposer, c'est plus la chirurgie. Mais dans certaines situations, des gens ont trop de maladies, d'autres problèmes de santé qui empêchent de faire l'opération quand c'est les stades qui n'ont pas de métastase. Donc, quand on ne fait pas d'opération, là, on peut donner la radiothérapie qui est dans un but de guérir, même si on ne fait pas une opération, les stades qui n'ont pas de métastase, euh, les stades 1, 2 ou 3, la radiothérapie est dans un but de guérir. Ça va arriver aussi qu'on va donner de la radiothérapie pour des stades 4, donc des personnes qui ont un cancer du poumon avec des métastases. Mais là, ça va être dans un autre but. Euh, il y a différentes options, soit pour soulager des symptômes comme de la douleur, de la toux, ou encore pour éviter qu'on change de sorte de chimiothérapie si on est déjà sous une chimiothérapie ou un traitement euh, par les veines ou en pilule qui ne contrôle plus quelques métastases. Comment prépare-t-on un traitement de radiothérapie? Et quelle est la raison pour laquelle il n'est pas débuté le jour même de la première rencontre? Bon, la radiothérapie, c'est de la haute voltige en termes de technologie. Donc, il faut préparer, il faut prendre le temps de bien préparer les traitements. Euh, la radiothérapie, il faut d'abord faire un scan de marquage. Donc, c'est un scan qui a une table spéciale, qui est la même table qui va être à l'appareil de traitement. La radiothérapie, en fait, là, les rayons X sont donnés par un gros appareil où est-ce que ça tourne autour de la personne, puis les rayons sont ciblés. Mais pour bien les cibler, comme il faut d'abord voir c'est où il faut les cibler par un scan, puis il faut que le scan soit dans la même position que lorsqu'on va faire le traitement sur la grosse machine qui va donner la dose. Euh, donc, le scan de marquage, ben, il y a des petits points de tatou qui sont mis sur la peau pour faire un enlignement préliminaire lorsqu'on arrive au traitement. Puis, il y a des accessoires comme des coussins, les bras élevés dans les airs, des coussins sous les genoux qui sont installés pour que ça soit le plus confortable possible pour toujours avoir la même position après quand ça va être le temps des traitements. Puis, une fois qu'on a fait le scan en position du traitement, là, c'est là que le radio-oncologue intervient pour faire des dessins sur le scan pour déterminer c'est où qu'il faut donner la dose. Donc, il regarde où est le cancer, trace le dessin autour du cancer. Puis, après ça, il y a des technologues, des dosimétristes, des physiciens qui s'assurent que à l'aide de logiciels, on calcule la dose pour donner le maximum de doses qu'on peut donner sur le cancer, puis épargner le plus possible les organes normaux, puis respecter des normes qui sont des normes internationales pour éviter le plus possible les effets secondaires.
Donc, tout ça est complexe, tout ça nécessite de multiples vérifications par toute une équipe. C'est pour ça, en fait, que ça prend du temps avant de pouvoir commencer le traitement. J'aimerais savoir aussi, pouvez-vous nous décrire ce qui se passe lors d'une séance de radiothérapie? Bon, la radiothérapie, c'est un traitement qu'on donne une fois par jour. Euh, Habituellement, il y a plus qu'un traitement. Ça arrive des fois qu'il y a seulement un traitement, mais quand il y en a plus qu'un traitement, c'est 5 jours semaine. Euh, donc, chaque visite, c'est 15 à 20 minutes euh, en général, parfois un peu plus long. Euh, on se présente habituellement à la même heure, puis il y a des technologues qui sont là, qui vous installent sur la table de traitement de l'appareil. Donc, l'appareil de traitement est très loin de vous, hein. Euh, c'est pas proche du corps. On a l'air pour respirer, il n'y a pas de problème pour ça. Puis sur la table, ben là, les technologues sortent de la salle, qui est une salle blindée. Puis, une fois que les technologues vont au poste pour contrôler l'appareil de traitement, ils font des images pour s'assurer précisément que là, la dose, la position que vous êtes sur la table, c'est la même que la position du scan. Font les petits déplacements de la table pour que ça soit parfait, parfait au millimètre près. Puis après ça, font le traitement, puis la machine tourne autour de vous. Le plus long, c'est quasiment l'installation. Le traitement comme tel n'est pas très long là, en termes d'à peu près 5 à 10 minutes maximum. Puis, une fois que vous avez terminé, les technologues viennent vous aider à vous lever. Puis, vous pouvez retourner chez vous. C'est terminé. Donc, ce n'est pas très, très long. Lorsqu'un patient ira pour son premier traitement et les suivants, qui va-t-il rencontrer et qui sera présent à l'appareil de traitement à chaque séance de radiothérapie? Donc, quand vous venez à votre traitement de radiothérapie, c'est des technologues en radiothérapie qui sont là pour vous aider, faire fonctionner l'appareil qui va donner votre traitement. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, les technologues, ils ou elles vont s'informer, voir comment ça va. Puis, il y a toujours des gens qui peuvent vous aider dans un département de radiothérapie. S'il faut, ils ou elles vont parler à une infirmière ou qu'on vont contacter votre radio-oncologue pour s'assurer que tout va bien dans vos traitements. Maintenant, si le patient a un problème durant la période de ses traitements, à qui devrait-il demander de l'aide? Donc, quand vous êtes en traitement en radiothérapie, donc il y a les technologues à qui vous pouvez, que vous voyez à tous les jours, à qui vous pouvez parler de ce que vous ressentez, du problème que vous présentez. Ils vont parler, soit qu'elles vont vous donner, ils ou elles vont vous donner la réponse, ou comme j'ai expliqué, il y a toujours la possibilité de rencontrer une infirmière. Puis les radio-oncologues sont là pour vous voir habituellement une fois par semaine pour s'assurer que tout est sous contrôle. Mais aussi, c'est toute une équipe, hein, tout le monde se parle. Donc, s'il y a un problème qui ne peut pas être répondu par les technologues ou les infirmières, votre radio-oncologue est mis au courant et prescrit les médicaments nécessaires ou vous rencontre plus rapidement que ce qui était prévu. Est-ce normal que le nombre de traitements ne soit pas toujours le même? Y a-t-il une raison spéciale pour ça? Oui, ça, c'est une grande question qui, pas, en fait, qui peut être expliquée en fait plus simplement en termes ça dépend de l'endroit qu'on a besoin de donner la dose, puis aussi du stade, donc aussi du stade de la maladie. Puis aussi, ça dépend des organes normaux qui reçoivent la dose. Donc, si c'est une petite zone qu'on traite, donc seulement un petit stade, un petit cancer qui est seulement dans le poumon, un stade 1, là, on peut concentrer plus la dose selon la position euh, du cancer. Si c'est proche, par contre,
organe qui est sensible à la radiation pour des effets secondaires, là, il faut aller plus doux à chaque fois, donc il y a un petit peu plus de traitement. Quand, comme par exemple, là, c'est un stade 3. Là, c'est une plus grande zone. Donc, il y a des ganglions à traiter entre les poumons, puis le cancer qui est dans le poumon. Ça, souvent, ça va être plus comme une vingtaine ou une trentaine de traitements. Alors que le stade 1 que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est autour de 3 à 8 qu'on peut voir. Euh, donc, c'est vraiment, ça dépend de la grandeur qu'il faut irradier, des organes sensibles à la radiation qui sont autour. Docteur Bouchard, on nous pose souvent cette question, mais celle-ci reste toujours sans réponse de notre part. Pouvez-vous nous dire quels sont les effets secondaires possibles de la radiothérapie en cancer pulmonaire et qui est susceptible d'en vivre? Donc, les effets secondaires de la radiothérapie en cancérologie pulmonaire, en cancer pulmonaire, puis comme partout dans tous les autres sites de cancer, ça dépend des organes normaux qui reçoivent la dose. Donc, ça ne sera pas les mêmes effets secondaires pour quelqu'un qui reçoit une radiothérapie pour un cancer du poumon que quelqu'un qui reçoit une radiothérapie pour un cancer de la prostate parce que ce pas les mêmes organes. Puis, c'est pas comme la chimiothérapie non plus. La chimiothérapie, elle va partout dans le corps. La radiothérapie, elle est ciblée. Donc, les organes qu'on retrouve au niveau du thorax qui peuvent recevoir de la dose selon l'endroit qui est irradié. Bien le poumon normal, qui est quand même sensible à la radiation. Plus il y a une grande zone de poumon normal qui reçoit la dose, plus le risque de faire une réaction au poumon est plus importante. Mais il y a des normes qui sont respectées pour pas que ça survienne. La réaction d'inflammation, donc c'est de l'inflammation au niveau du poumon qui est secondaire à la radiothérapie. On appelle ça la pneumonite radique. Pneumonite, c'est inflammation. Radique, c'est radiation. Pneumonite radique. Cette réaction-là est à retardement. On ne la voit pas pendant les traitements. Habituellement, on peut l'avoir c'est pas un gros pourcentage non plus selon les grandeurs des champs de radiation, mais ça peut survenir, en fait, c'est 3 à 6 mois ou 2 à 6 mois après les traitements. En général, c'est quelque chose qu'on peut traiter avec des médicaments à base de cortisone puis qui peut se résorber ou qui peut quand même laisser des conséquences à long terme avec de l'essoufflement. Parfois, c'est de la toux. L'autre effet secondaire, surtout en fait, c'est cet effet secondaire-là, c'est quand on a un stade 3, 2 ou en fait souvent plus un stade 3 de cancer pulmonaire où est-ce qu'il faut traiter des cancers, du cancer qui est dans les ganglions entre les poumons. À cet endroit-là, il y a l'œsophage, qui est le conduit qui va de la bouche à l'estomac, où est-ce que les aliments passent. Puis, à ce moment-là, l'inflammation de l'œsophage, on appelle ça une œsophagite radique. Ça, en fait, ça arrive quand même assez souvent. Comment ça se manifeste? C'est de la douleur en mangeant, une douleur qui est assez plus dans le milieu du thorax. Euh, Puis aussi, parfois, ça peut être comme l'impression que les aliments passent serrés, comme c'est pas que ça bloque, mais que ça passe serré. Ça, en fait, ça survient plus vers le milieu ou la fin des traitements, puis ça peut durer à peu près 2 semaines après les traitements, puis rentrer dans l'ordre. Euh, Habituellement, le cancer pulmonaire, c'est plus rare qu'on voit que ça fait un espèce de coup de soleil à la peau parce que les traitements sont concentrés à l'intérieur du thorax. Mais ça peut arriver qu'il y ait une petite rougeur. C'est pas des brûlures en général. On voit plus les brûlures de la peau comme un coup de soleil pour un cancer du sein parce que là, on traite le sein. Mais pour le cancer du poumon, ça, c'est plus rare. Un autre effet secondaire qui est souvent là, c'est la fatigue. Même si on n'a pas beaucoup de traitements
ou souvent aussi avec la chimiothérapie, il peut y avoir de la fatigue, euh, mais pas non plus au point de demeurer couché toute la journée. Souvent, c'est peut-être plus 1 heure à peu près de plus de sommeil dans la journée. Il y en a qui continuent à travailler quand même, mais si c'est le cas, il faut quand même se donner la chance de pouvoir arrêter quand on veut, quand on en sent le besoin. Euh, donc, euh, s'il n'y a pas de chimiothérapie, la radiothérapie pour le cancer du poumon, ça ne fait pas perdre les cheveux, ça ne donne pas mal au cœur. Maintenant que nous connaissons les effets secondaires que nous pourrions ressentir, doit-on supposer qu'ils seront permanents? Les effets secondaires de la radiothérapie, il y a certains qui peuvent demeurer permanents. En fait, c'est plus quand il y a une réaction au niveau pulmonaire, la pneumonite radique. Euh, Si la réaction est importante, là, ça peut laisser de l'essoufflement, donc la difficulté en marchant à reprendre son souffle ou même au repos. Euh, donc, ça pour ça aussi, ça va être bien. Euh, il va y avoir une décision qui va être prise avec vous entre le radio-oncologue et vous pour peser les pour et les contre d'avoir un traitement si vos poumons sont déjà affaiblis beaucoup. Mais c'est ça, donc ça peut vraiment laisser un essoufflement, mais c'est quand même pas souvent. Euh, pour ce qui est de la douleur en avalant l'œsophagite radique, ça rentre dans l'ordre dans à peu près 2 semaines après les traitements, puis ça ne reste pas permanent. La fatigue, ça peut prendre quand même vraiment plusieurs mois avant de s'en remettre, surtout si on a de la chimiothérapie, en fait. Quand il y a juste quelques traitements, 3 ou 8 traitements pour un stade 1 de cancer pulmonaire, la fatigue ne dure pas. Mais quand on a 20 à 30 traitements de radiothérapie avec de la chimiothérapie, c'est un gros marathon pour le corps, comme je dis à mes patients. Puis ça peut durer quand même plusieurs mois, 1 année. Il ne faut pas se surprendre que notre énergie n'est pas autant que ce qu'elle était avant. Vous savez, les patients que nous rencontrons sont souvent inquiets de la suite de leur vie après une annonce comme celle d'un cancer pulmonaire. Au traitement, que ce soit de radiothérapie ou de chimiothérapie, des effets secondaires et des visites médicales répétées. J'ai maintenant une question pour vous à plusieurs volets sur leur vie au quotidien. Est-ce qu'ils pourront continuer à travailler pendant leur traitement, conduire leur voiture, continuer à faire leur activité quotidienne habituelle, prendre leurs médicaments habituels aussi et même faire de l'exercice? Donc, pour ce qui est des activités que l'on peut faire, même si on a la radiothérapie, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui continuent à travailler. C'est possible, mais il faut garder en tête que si on est fatigué, il faut avoir la possibilité d'arrêter, se donner du lousse, un peu comme on dirait, là, la chance de dire, ben là, OK, c'est trop, j'arrête. Surtout quand on a de la chimiothérapie. Pour ce qui est de prendre les médicaments, il n'y a pas de problème. Il faut prendre tous les médicaments comme d'habitude. Les pompes, tous les médicaments, la radiothérapie, ça ne change pas ça. Pour conduire, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir venir vous-même au traitement de radiothérapie. Euh, L'exercice, on n'arrête pas l'exercice, on fait, puis c'est bien d'en faire aussi parce que, bon, si vous avez de la fatigue, si on arrête tout, ça va faire comme un cercle vicieux, c'est encore pire si on ne fait rien. Donc, toujours se garder quand même un petit peu d'exercice, euh, comme par exemple aller marcher 10 minutes, 2 ou 3 fois par jour, ça va aider, ça change les idées, ça redonne, aller prendre l'air un peu, ça peut aider.
Donc, on essaie de vivre la vie normale le plus possible, euh, même si c'est quand même exigeant de venir quand même à tous les jours pour un traitement de radiothérapie. Il faut se permettre euh, d'essayer de garder une base de notre normalité. Si on doit vivre avec ces effets secondaires, y a-t-il une façon de les soulager et qui peut nous aider à le faire? Les effets secondaires. Vous allez rencontrer les radio-oncologues pendant vos traitements, puis ils vont vous poser les questions. Est-ce que vous avez de la douleur en mangeant? Est-ce que vous êtes fatigué? Donc, toutes ces questions-là, pendant les traitements, on a dit que c'était surtout de la douleur en mangeant. Puis ça, le radio-oncologue va vous recommander, vous prescrire des médicaments progressivement. Euh, pour la pneumonie tradique, quand la réaction au poumon qui est après, ça, en fait, vous allez avoir un suivi par le radio-oncologue ou les médecins qui vous suivent. Si vous êtes déjà suivi en pneumologie aussi, vous allez voir votre pneumologue. Puis, s'il arrive une réaction au niveau respiratoire d'un essoufflement, vous allez être vu. Vous pouvez contacter l'équipe de radio-oncologie ou l'équipe de pneumologie pour avoir un rendez-vous plus tôt que ce qui est prévu. Puis, il y a des examens qui vont être faits pour voir est-ce que c'est vraiment un effet secondaire de la radiothérapie ou c'est une infection, une pneumonie, un virus. Donc, on va faire la différence. Puis là, les médicaments appropriés vont vous être prescrits, puis vous allez avoir un suivi pour s'assurer que tout rentre dans l'ordre. Euh, oui. Si nous voulons éviter les effets secondaires, y a-t-il des changements dans nos habitudes de vie pour les prévenir? Donc, pour prévenir les effets secondaires, il y en a certains qu'on peut faire. En fait, c'est au niveau de l'œsophagite radique, donc la réaction à l'œsophage qui crée de la douleur en mangeant. Dès le début des traitements, ce qui est important, c'est d'arrêter les mets qui sont irritants au niveau de l'œsophage. Donc, ce qui est irritant, c'est l'alcool, le thé, le café, les boissons gazeuses noires, les mets épicés, les mets acides. Donc, tout ça, l'idéal, c'est d'arrêter parce que c'est comme un peu de l'huile sur le feu. Ça vient irriter encore plus ce qui est causé par la radiation. Puis ça donne un gros coup de pouce. Euh, pour ce qui est de la respiration, donc comme on a dit, s'il y a des problèmes respiratoires, c'est après les traitements. S'il y en a pendant les traitements, il faut penser plus que c'est soit que c'est une infection au niveau d'un virus ou une bactérie qui fait une pneumonie. Puis vous allez avoir les tests nécessaires pour si on a besoin de faire des tests, ça va être effectué par votre équipe, soit le radio-oncologue ou l'oncologue ou le pneumologue qui s'occupe de vous pendant ou après les traitements. Puis souvent, bien, au niveau des symptômes de la respiration, ce qui aide beaucoup aussi, c'est d'arrêter de fumer. C'est sûr que c'est difficile quand on est en train de vivre dans un grand stress comme des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie parfois, de diagnostic, puis tout ça. Mais il faut garder en tête que pour la respiration, ça peut améliorer significativement l'essoufflement ou les expectorations, donc les crachats. Comment peut-on vérifier l'efficacité d'un traitement de radiothérapie? Est-ce qu'on peut savoir si le traitement est efficace pendant que l'on reçoit les dits traitements? Donc, la radiothérapie, je vous ai parlé un petit peu plus tôt comment ça fonctionne. Donc, ça détruit les cellules de cancer progressivement. Il y en a des cellules de cancer qui sont détruites sur le coup du traitement, puis d'autres progressivement dans les mois qui suivent. Donc, pendant les traitements,
On ne fait pas de test comme tel pour voir l'efficacité des traitements. C'est rare qu'on va voir un cancer que le traitement commence à montrer qu'il y a une réponse au traitement. Quand vous avez vos traitements, comme je vous ai parlé aussi à la machine de traitement, à l'accélérateur de traitement, il y a une image qui est prise pour la position, pour être sûr que vous êtes dans la bonne position. Mais c'est une image qu'on voit mieux les os, surtout pour être sûr que c'est dans la bonne position. On voit aussi un peu le cancer, mais de façon floue. On voit le poumon, on voit entre les poumons, donc le cœur, puis tout ça. On est capable de quand même mettre dans la bonne position de façon parfaite, mais le cancer, c'est pas assez précis pour tout le temps dire est-ce qu'on voit, est-ce qu'il a réduit en taille. Ça peut arriver, puis ça, vous pouvez le demander à votre médecin, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on voit une différence tout de suite. La plupart du temps, le meilleur moment pour pour vérifier l'efficacité du traitement, c'est à peu près 3 mois après les traitements avec un CT scan des poumons qui va permettre de voir est-ce que le cancer a diminué en taille. Ce qu'on s'assure avec le scan, c'est surtout est-ce que ça n'a pas grossi? Est-ce qu'il n'y en a pas ailleurs nouvellement apparu? Euh, Ce qui arrive avec la radiothérapie, c'est que ça détruit les cellules, mais ça laisse de la cicatrice quand même dans le poumon. Donc, on ne pourra pas savoir s'il reste des petites cellules, mini-cellules. Il faudrait faire une opération avec une analyse au microscope pour ça. Donc, on ne peut pas le faire. Mais dès qu'on sait que ça l'a réduit, c'est vraiment signe que le traitement fonctionne. Puis après ça, il y a des surveillances qui sont faites. C'est sûr qu'il faut être patient hein, avec la radiothérapie. Ça prend plusieurs mois avant de faire des tests, de voir que ça va bien. Puis quand ça fait plusieurs années, là, on peut dire oui, le traitement nous a guéris. Donc, entre-temps, ben, on parle de rémission. Suite au traitement, est-ce que quelqu'un s'occupera du suivi? Euh, pour le suivi après les traitements, ça peut varier d'un centre hospitalier à l'autre, d'une équipe à l'autre. Si vous avez eu de la radiothérapie, le radio-oncologue va être là pour vous suivre, ça, c'est certain. Quand il y a un pneumologue qui vous connaît, puis vous avez des problèmes respiratoires qui nécessitent son expertise, le ou la pneumologue vont vous suivre aussi. Puis, si vous avez eu de la chimiothérapie, vous allez avoir aussi un suivi par un oncologue. Si vous avez plusieurs de ces intervenants-là qui sont autour de vous, qui vous connaissent et qui vous suivent, puis que vous n'êtes pas certain à qui il faut vous adresser, euh, c- ça, plusieurs personnes qui ont un cancer du poumon ont aussi une infirmière pivot ou un infirmier pivot. Et cette personne-là est une personne ressource que vous pouvez contacter pour dire qu'est-ce qui se passe si vous avez besoin de devancer un rendez-vous. Puis, l'infirmier ou l'infirmière pivot va contacter le médecin qui est le meilleur placé ou la mieux placée pour répondre à votre besoin. Et au bout de tout ça, à qui un patient peut se référer s'il a un problème avec ses traitements? Après les traitements, s'il y a un problème, c'est bien important parce que la plupart des centres de radiothérapie, quand vous rencontrez l'équipe, la première visite, vous avez des numéros de téléphone, vous avez des papiers qui ont des numéros de téléphone. À chaque intervenant que vous voyez aussi dans d'autres départements, puis s'il y a un infirmière pivot, gardez tous les papiers. Il y en a aussi qui vous ont remis à la fin de vos traitements. Déjà, il y a des effets secondaires souvent qui sont écrits à surveiller sur les papiers. Il y a des numéros de téléphone. Donc, si ça a un lien avec la radiothérapie,
habituellement, dans les centres de radiothérapie, il y a une infirmière clinicienne ou un infirmier clinicien que vous pouvez contacter par les numéros qui vous seront laissés dès vos débuts de traitement. Ça peut être une personne ressource, entre autres, pour un problème qui serait en lien à la radiothérapie. Et voici notre dernière question pour vous. À quoi peut ressembler la vie après un traitement contre le cancer du poumon? Y a-t-il des ressources qui peuvent les aider? Oui, la vie après un cancer du poumon, ce qu'on appelle la période de survivance, c'est un moment qui est quand même, qui peut être un défi à envisager. Puis, souvent, on est peut-être moins préparé à la vie après tous nos traitements. Quand les traitements, c'est intense, on rencontre des gens, il y a beaucoup d'informations qui nous sont dites au début, puis c'est difficile parce qu'on est pris dans le stress, donc on retient pas tout ce qui nous est dit au début. Puis quand on a nos traitements, on rencontre des gens, on rencontre nos spécialistes, on rencontre les infirmières. Il y a des gens qui nous voient régulièrement. Quand les traitements sont finis, oups, là, on est avec soi-même, on est avec nos proches. Parfois, on n'a pas un entourage proche de nous. Des fois, les gens qui nous connaissent bien sont loin de nous. Donc, c'est important d'avoir des ressources qui peuvent nous aider parce que notre vie, elle devient complètement changée une fois qu'on a un cancer. Euh, on a, au niveau psychologique, on a des émotions nouvelles, notre corps change, notre capacité change, il y a de la fatigue, il peut y avoir des changements quand c'est un cancer du poumon, notre respiration peut être différente. Euh, notre, parfois, là, il peut y avoir aussi soit par l'émotion, soit avec la chimiothérapie, euh, la concentration peut être moins bonne. Donc, c'est important là, de ne pas rester sans consulter si vous sentez ces choses-là. Il y a toujours, bon, l'infirmière pivot qui peut aider, ou l'infirmier pivot, mais il y a aussi des ressources dans la communauté. Puis, il y a entre autres la Société canadienne du cancer qui peut vous guider, aller soit sur Internet ou trouver le numéro de téléphone pour appeler, puis ils vont pouvoir vous référer à des organismes communautaires. Quand vous rencontrez aussi vos spécialistes en suivi, ne pas hésiter à parler de ce que vous ressentez. Si vous avez des stresseurs, si vous avez la peur de la récidive, des émotions dans la famille qui sont pas faciles, il y a des ressources en psychologie. Puis aussi, en fait, ces émotions-là sont toutes normales, puis ça survient souvent après que tous les traitements soient terminés. On est face à toutes ces sensations-là, ces besoins-là qui sont pas comblés. Donc, il y a des ressources, il faut consulter si on identifie des besoins. Puis, il y a aussi pour le cancer pulmonaire de façon plus spécifique, il y a des experts pour la réadaptation pulmonaire, parfois qui peut être indiqué, qui peut aider dans certaines situations. Donc, ça, c'est d'en parler quand quand vous avez une visite en suivi ou appeler si jamais vous voulez ne pas attendre le suivi. Merci beaucoup, Dr. Bouchard, pour votre générosité. Vous nous avez aidé à voir beaucoup plus clair. Je vous souhaite donc une agréable journée. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là pour vous parler de mon métier qui me tient beaucoup à cœur. Et je vous souhaite à tous une bonne journée du cancer pulmonaire et souhaitons que les gens soient sensibilisés à cette cause importante.